Radio Notre-Dame. Bonjour et bienvenue dans le bistrot de la vie. Le travail, lieu de l'affirmation de soi. Ça, c'est la situation idéale et qui peut rapidement devenir le lieu d'un pervers jeu d'influence. Alors, se libérer des manipulateurs, un travail difficile quand on en connaît les mécanismes à la fois pervers et discrets de l'accompagnement au management. Comment définir cette ligne rouge face au bien-être du salarié qu'on a érigé comme une valeur clé depuis quelques dizaines d'années. Parfois, en son nom, les relations professionnelles peuvent déraper jusqu'à l'anéantissement. On en verra, on en a un exemple ce matin dans le bistrot de la vie. Alors, entre convaincre et contraindre, inciter ou soumettre, des limites parfois invisibles, à identifier, à combattre, c'est notre sujet du jour. La manipulation en entreprise, comment en sortir, on en parle autour de vos témoignages au 0892 68 80 30. Et avec mes invités, ils sont nombreux ce matin et pourtant je n'ai manipulé personne pour être présent ce matin ici dans le bistrot de la vie. Bonjour Benjamin Lubzinski. Alors c'est parfaitement dit. Parfait. Vous êtes psychothérapeute et coach et vous êtes spécialiste de ces questions-là. Vous intervenez très régulièrement sur ces questions. Donc vous allez nous aider à identifier le phénomène, un phénomène très sérieux. Maître Vanessa Fitoussi est à vos côtés. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes avocate donc spécialisée aussi dans ces types de contentieux. Vous allez nous en donner quelques exemples et puis nous dire quels sont évidemment les moyens légaux pour pouvoir se défendre. À vos côtés, Chantal Paoli-Texier. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors vous présidez l'association Agissier, Agir contre la violence morale. Donc j'imagine que vous êtes un peu débordé de dossiers aujourd'hui, c'est réellement la situation. Mais alors attention, parce que c'est dans la violence morale dans la vie privée. C'est la raison pour laquelle vous êtes venue et c'était notre dernière invitée qui est à mes côtés tout proche avec Sophie qui expliquera elle qu'elle a vécu une situation un petit peu, j'allais dire à la marge de notre sujet du jour puisque c'est une situation de violence familiale en fait, conjugale pour être plus précis. Mais on verra peut-être que les mécanismes de la manipulation, qu'ils soient en entreprise ou dans le cadre privé, se ressemblent beaucoup. Ont souvent beaucoup de similitudes. 0892 68 80 30. Votre numéro, Aline vous attend, vous pouvez décrocher votre téléphone. Alors la manipulation, on en parle beaucoup. Est-ce que on pourrait déjà la définir avec vous, Benjamin? Quelle est la différence entre manipuler et influencer? N'y a-t-il pas de l'influence dans toutes les relations humaines? Il y a de l'influence dans toutes les relations humaines. On ne peut pas s'empêcher d'influencer les autres pour obtenir un sourire, pour obtenir un travail de quelqu'un. Mais tout dépend de la notion de respect. Soit vous influencez d'une manière claire. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, vous le récompensez. Quand il fait quelque chose de mal, vous le sanctionnez. Un côté bâton-carotte, mais tout à fait légitime. Soit vous êtes dans un rapport plus, on peut dire le mot plus pervers, moins respectueux, plus insidieux, où on pousse les personnes à faire exactement tout ce qu'on veut, où le but n'est pas de faire quelque chose, mais d'avoir un pouvoir sur la personne en face de vous. Ça veut dire que manipuler, ça n'est pas obtenir un résultat pour l'entreprise bénéfique, mais bien plus imposer une forme de pouvoir et d'ascendant sur l'autre. C'est très très souvent contre-productif pour l'entreprise, puisque le manipulateur généralement vise son propre pouvoir, vise à avoir un ascendant, et ça va complètement à l'encontre d'une idée de collaboration, de travail pour l'entreprise. Le manipulateur n'est centré que sur lui-même, c'est généralement quelqu'un de très égocentrique. Quand vous en parlez, ça a l'air extrêmement simple de définir les limites que j'essaie d'introduire en début d'émission. Pour autant, quand on vient vers vous, Chantal, puisque vous êtes une association, est-ce que les personnes ont identifié la situation à laquelle elles sont soumises ou bien alors viennent-elles vers vous parce qu'elles sentent que ça va pas, qu'elles sont pas bien, qu'elles manquent de confiance en elles et que ça dérape? Alors il y a deux cas de figure. Il y a effectivement les personnes qui ne savent pas du tout où elles en sont, qui sont en pleine perte de repères et qui ont besoin de mettre des mots sur la situation. Mais ça devient mineur parce que on a de plus en plus les médias qui en parlent, on définit de mieux en mieux les choses, il y a des livres, le contexte est différent du moment où on a commencé l'association il y a une dizaine d'années. Et maintenant, on a plus des gens qui ont à peu près identifié ce qu'elles sont en train de vivre ou ce qu'ils sont en train de vivre, puisque nous accueillons aussi des hommes, et qui ont besoin de moyens pour s'en sortir. Voilà, qui ont besoin soit de techniques, soit de stratégies juridiques, de conseils. Au-delà de mettre des mots, maintenant, on est beaucoup plus dans la stratégie pour échapper à l'emprise.
On va revenir sur les moyens de s'en sortir avec vous, Vanessa Fitoussi. Donc vous êtes avocat. J'imagine que quand on vient jusqu'à un avocat, c'est que la situation a largement dégénéré. Oui, et que la prise de conscience est déjà bien avancée, parce que aller voir l'avocat, c'est déjà essayer de résoudre les choses et de s'en sortir. Pas simple pour un avocat Non, c'est pas simple. C'est des dossiers, c'est des affaires qui arrivent vraiment avec des conditions humaines très très lourdes, très chargées psychologiquement. D'ailleurs, c'est intéressant de faire un travail également d'une approche psychologique pour les aider à prendre les bonnes décisions. Après, c'est sûr que l'avocat, il a pour mission de donner ce qu'a dit Madame, des stratégies juridiques, parce que l'enjeu est très important à partir du moment où, surtout en entreprise, où on décide de parler, de faire sortir les alertes et le contexte de manipulation, on se retrouve dans une situation où on va devoir quitter l'entreprise. Donc c'est des problèmes de stratégie, de mise en place de sortie d'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pareil dans le domaine du droit, le harcèlement moral est un petit peu passé à toutes les sauces. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir et ils estiment qu'ils sont victimes d'harcèlement moral pour tout et n'importe quoi. Ça veut dire que votre rôle aussi, c'est parfois de dire non, mais là, vous n'êtes pas victime de manipulation, voilà, c'est-à-dire pas l'objet de ce problème-là. C'est ça, c'est qu'il faut identifier d'une manière très très précise le rapport pour rentrer dans la définition du cadre légal. Alors le cadre légal, c'est depuis 2002, il existe dans le Code du travail la définition du harcèlement moral. Ce sont des agissements répétés qui ont vraiment un sens très très strict, et on doit rapporter la preuve de ces agissements dans le cadre des procédures. Et c'est vrai que lorsqu'on est mal dans l'entreprise, c'est pas suffisant pour qualifier un contexte d'harcèlement moral d'un point de vue juridique. Donc, le harcèlement moral est victime de son succès en réalité. Toutes les demandes auprès des avocats sont fondées. Bon ben voilà, je ne m'entends plus avec mon employeur, il me harcèle. Alors deux questions. D'abord, vous parlez d'harcèlement moral alors même qu'on parlait de la manipulation. Donc, oui, est-ce qu'on est sur des champs qui sont si au niveau légal, hein, j'entends pas sur le plan psychologique, alors, mais au niveau légal, est-ce que la loi française prévoit vraiment une catégorie de manipulation? Ouais, en fait, le problème, c'est que la loi française définit le harcèlement moral et que forcément, lorsqu'on est dans une situation de harcèlement moral, on est manipulé. Alors, il peut y avoir des abus d'autorité qui ont pour origine autre qu'un comportement purement manipulateur, mais c'est vrai que cette relation entre le harcelé et le harceleur, elle se définit dans 95% des cas face à un manipulateur qui met en situation de souffrance un salarié. Ça veut dire qu'en termes de droit, il n'y a pas de motif de manipulation. En soi, le mot manipulation, voilà, exactement. Alors, vous dites enfin, tous les harcèlements ne visent pas la manipulation. Oui. A contrario, peut-on dire que dans toute forme de manipulation, il existe un harcèlement? C'est-à-dire le harcèlement est vraiment une définition juridique. Donc il faut qu'il soit motivé, comme l'expliquait Maître Fitoussi. En psychologie, on a une définition qui est plus vaste, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont manipulés en entreprise, mais qui ne pourront pas utiliser la notion de harcèlement moral, hélas, je dirais. Et ce qui est très important pour les gens, pour savoir s'ils sont manipulés, c'est de bien savoir ce que c'est qu'un comportement manipulateur, une personnalité manipulatrice. Il y a quelque chose qui est très très signifiant, très significatif, c'est le côté chaud et froid. Les manipulateurs ont tendance à être un coup sympathique, un coup désagréable, à varier énormément leur comportement, et ça, quel que soit leur profil, c'est-à-dire que ce soit des gens tyranniques ou qui se font toujours passer pour des victimes, c'est quelque chose qu'on retrouve sans arrêt et sans cesse, et ça généralement, ce côté très versatile est quelque chose qui signifie bien la manipulation. Est-ce un caractère subi ou choisi? Je m'exprime peut-être plus clairement. Le manipulateur est-il un être immature qui, lorsqu'il voit que l'objet ne lui répond pas, s'agace, ou bien est-ce une technique pour refroidir et réchauffer sa victime? Le problème, c'est qu'on a tendance un petit peu trop facilement à excuser les comportements manipulateurs. On se dit, ce sont des gens qui ont, je sais pas, peut-être subi la pression de leur mère, de leur père, qui ont été malheureux, c'est pour ça. Non, mais c'est un petit travers qu'on a toujours en psychologie, c'est qu'on a tendance à expliquer les problèmes, et quand on les explique, on a tendance à les excuser. Or, les manipulateurs sont comme vous, comme moi, sont des personnes intelligentes, sensées. Quand ils font quelque chose qui n'est pas
respectueux, ils le savent très bien. Alors jamais ils vont le dire. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui dit je suis un manipulateur ou je suis quelqu'un de mauvais. Non, ça sont généralement toujours les victimes, toujours les héros de leur propre histoire. Mais quand ils font quelque chose de mal en entreprise ou dans la vie privée, ils le savent, ils le font volontairement, ils en sont responsables. Conscience de manipuler. Chantal, vous opinez du chef, c'est très important. Vous avez une vision large, vous en voyez beaucoup. Le manipulateur est un être versatile. Alors, je vais reprendre la définition que nous on utilise, c'est-à-dire violence morale, parce que ça englobe effectivement. Alors, je rejoins un peu ce que disent les autres intervenants. Ça englobe le harcèlement, la violence psychologique et la manipulation. Et pour moi, en fait, les trois vont souvent de pair. Je trouve un peu regrettable qu'on les dissocie actuellement, que par exemple dans le travail, on ait fait cette loi sur le harcèlement moral au travail, comme disait Maître Fitoussi, qui est un petit peu à et à dia actuellement. Un peu la baudruche. Oui, tout à fait. Et côté civil plutôt, côté vie privée actuellement, on est en train, pour parler sur une loi sur les violences psychologiques, sans définition en plus du comportement en tant que tel. Donc, j'aurais envie de dire, c'est tout un système de comportement dont on travaille beaucoup à travers les profils comportementaux, parce que justement, c'est tout un panel de comportements qui entraîne, comme disait monsieur très justement, une prise de pouvoir sur l'autre, une domination totale. Et une destruction. Et une destruction. Ah oui, alors ça, sans l'oublier. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Première chose, y a-t-il des personnes, on a dû vous la poser 2500 fois, qui ont des profils de manipulateurs, c'est-à-dire des personnes qui, en dehors de l'entreprise, sont des personnes manipulatrices, ont ce modus vivendi avec l'autre. Tout à fait. Oui, il existe des profils manipulateurs. Donc nous, on a tracé 4 profils comportementaux, 4 grands profils comportementaux qui sont des profils extrêmes. Et bien entendu, la plupart des agresseurs, manipulateurs, se retrouvent à flotter un peu entre les extrêmes. En règle générale, on peut retrouver des profils avec j'allais dire une filiation, c'est pas tout à fait ça, mais une initiation, disons, à devenir manipulateur. Ce sont souvent soit des enfants maltraités, soit des enfants rois, qui ont besoin de dominer pour exister. Et tout leur comportement va aller en fonction de ce besoin de dominer pour exciter. Marie-France Irigoyen a une image très très claire pour expliquer ça. Elle les compare à quelqu'un qui est en train de se noyer et qui, pour surnager, appuie sur la tête des autres. Voilà. Alors Marie-France Irigoyen, d'ailleurs, qui est venue souvent ici, elle parle plutôt de manipulation dans le couple d'ailleurs, mais on va voir tout de suite avec Sophie qu'il y a évidemment des points de ressemblance. Vous, Sophie, vous êtes aujourd'hui séparée de votre ex-mari. Oui, bonjour. Bonjour Sophie. En quelques mots, comment votre histoire rentre-t-elle en écho avec la question de la manipulation ? Eh bien, en fait, mon mari fait totalement preuve d'immaturité vis-à-vis de ça, et je pense que lui était plutôt un enfant roi. Donc, il a comment dirais-je, des problèmes comportementaux qui ne se montraient qu'à la maison. Donc c'est une attitude qu'il avait déjà lorsque vous viviez sous le même toit. Oui, mais c'est très insidieux, ça apparaît très doucement et en fait on est manipulé, on se rend pas compte et on a l'impression, on doute, on a toujours l'impression que c'est soi. Et le fait de divorcer, ça a provoqué quand même certaines ruptures, je pense, chez lui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le rejettent maintenant et qui se sont aperçus qu'il avait des comportements quand même assez, je dirais pas anormaux, mais quand même assez bizarres et qui reflètent pas ce que devrait faire un père avec ses enfants, quoi. Vous parliez d'immaturité, on y a fait allusion tout à l'heure. Moi, je parlais du jouet cassé. Est-ce que c'est une image qui peut convenir à ce qui se passe aujourd'hui dans la tête de votre ex-mari? Son jouet est cassé et là, il sort de ses gonds. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, il en recherche d'autres et maintenant, il essaye de faire ça avec mes 3 enfants. Donc, vous parliez de culpabilité en disant, il était probablement comme ça, mais finalement, moi, je me sentais un peu responsable. Ah oui, je pense que... Enfin, je sais pas si tous les manipulateurs sont comme ça, mais moi, je sais que j'ai tendance à culpabiliser facilement et à vouloir réparer les autres, à toujours essayer de faire des compromis pour essayer d'aider les autres. Et
je pense que ça, c'est très important dans ce genre de profil, effectivement. Ça veut dire que je me tourne vers Benjamin qui lève la main très poliment. Benjamin, est-ce que ça veut dire que tout manipulateur repère facilement aussi les personnes qui ont un terreau psychologique favorable, j'allais dire, à leur petit jeu pervers? Il va avoir tendance à le faire avec toute personne qui est dans sa sphère de proximité. S'il n'y arrive pas, il va laisser tomber, il va être très agréable. Il faut bien comprendre, c'est quelqu'un qui porte un masque. Donc, Sophie le décrivait bien, c'est-à-dire, c'est un peu malheureusement toujours la même histoire qu'on entend. Ce sont des hommes, des femmes très agréables, très sociables en société. Tout le monde dit t'as de la chance d'avoir ce mari. Et puis dans le domicile, ou dès qu'ils sont en position de pouvoir avec leurs femmes, avec leurs enfants, eh bien ils vont avoir ce côté insidieux, la culpabilisation en permanence. Et ce qui est très pervers, c'est qu'au départ, généralement, ça commence par une phase de séduction. Donc les 6 premiers mois, le manipulateur, quand il va faire la cour, va être très très agréable, et puis au fur et à mesure, il va commencer à saper le moral, à fragiliser la personne en face et à obtenir de plus en plus de pouvoir. Et la personne, eh bien, au fur et à mesure, n'arrive plus à se défendre, culpabilise de plus en plus. Et puis, Sophie nous faisait remarquer tout à l'heure, il y a un profil que les manipulateurs apprécient particulièrement. Ce sont des gens qui sont courageux, moraux, intelligent. Pourquoi des personnes morales? Une personne morale, quand quelque chose ne va pas, elle se dit c'est ma faute. Une personne courageuse va rester dans une situation difficile alors même qu'elle devrait fuir ou attaquer. Et une personne intelligente essaie de trouver des solutions alors qu'il n'en a pas, qu'il y a simplement divorcer, fuir, prendre ses enfants, essayer d'enlever la garde. Et puis dans le cadre de l'entreprise, c'est exactement la même histoire. C'est d'abord des cadres qui sont adorables, qui se soucient de votre vie privée, qui se soucient de votre bien-être. Et puis au fur et à mesure, bizarrement, ils deviennent de moins en moins agréables. Mais de temps en temps, ils sont agréables, de temps en temps, ils sont désagréables. Alors on n'ose pas les attaquer parce que quand on voit la personne désagréable, on se dit, c'est pas la personne que je connais, au fond il est gentil, c'est une victime, c'est parce qu'il va mal ce matin, etc. Et puis quand elle va bien, on est tellement content d'avoir un petit peu de réconfort, un petit peu de sécurité. Et ça crée des sensations et des situations de dépendance. Toutes les personnes victimes de manipulation le décrivent très très bien, que ce soit au travail ou que ce soit dans la vie privée. C'est comme une sorte de drogue, très très mauvaise drogue, la pire des drogues qu'on puisse imaginer, mais c'est une drogue. Mais alors souvent... qu'est-ce qui fait, vous, Benjamin, qui êtes le psy du groupe ce matin, qu'est-ce qui fait qu'un individu aille chercher sa dose d'humiliation quotidienne? Je crois malheureusement on va pas le chercher, on tombe dessus. Vous dites que c'est une forme de drogue? Non, c'est pas une forme de drogue. C'est-à-dire, on va pas chercher. C'est une forme de drogue. C'est après qu'il y a une dépendance qui se crée. Mais au départ, personne ne souhaite se faire humilier. Personne ne souhaite se faire humilier. Après, dans le temps? Au fur et à mesure, en fait, tout est une histoire de chaud et de froid. Je vais prendre une image un peu idiote, celle d'un âne. Si vous avez un âne et que vous voulez le faire avancer... J'en ai le prénom déjà avec le N, donc... Alors, je mets un accent circonflexe et je vous prie de m'excuser. S'il n'avance pas, vous donnez un coup de bâton. Et c'est normal, il faut le faire avancer. Et s'il avance, vous donnez un petit morceau de carotte. Et ça, on va dire, dans les rapports humains, c'est généralement comme ça qu'on fait. Quelqu'un fait quelque chose de bien, on est gentil. Quelque chose qui ne va pas, on est un petit peu méchant. Le manipulateur, il veut pas que l'âne avance. Il veut avoir du pouvoir dessus. Donc il va alterner les coups de bâton, les petits morceaux de carotte, les coups de bâton, les petits morceaux de carotte. L'âne ne comprend pas pourquoi son maître, qui peut être si gentil, peut être aussi désagréable. Et quand il y a un petit morceau de carotte, ça lui semble extraordinaire. Et donc finalement, grâce à ce chaud et froid permanent, il développe un contrôle, un pouvoir sur la personne en face de lui, qui va devenir de plus en plus important, heureusement à la rupture. Mais bien souvent, c'est d'abord la destruction de la personne et ensuite la rupture. Heureusement, la quel lien on peut faire avec le contexte économique d'aujourd'hui, où on voit bien que la tension sur le marché de l'emploi elle est quand même extrêmement importante, que les personnes ont peur de perdre leur emploi. Est-ce que ça vous paraît être un terreau favorable aujourd'hui à des pratiques manipulatoires en entreprise? Vanessa. Le problème, c'est qu'effectivement, dans le cadre de la relation de travail, par définition, il y a un lien de subordination. Donc, par définition, déjà, c'est institué, c'est l'employeur qui donne des ordres. Alors, lorsqu'il donne des ordres et qu'en plus, derrière un comportement qui est officiel et objectif et légitime, il fait autre chose que donner des ordres, c'est-à-dire qu'il met vraiment sous emprise et sous pression son salarié pour l'amener, on ne sait pas exactement où en réalité, juste pour assouvir son besoin de manipulation et de destruction, on se retrouve dans une situation de dépendance psychologique à laquelle vient de s'ajouter une dépendance tout à fait objective, qui est la dépendance économique, de perdre son salaire et de perdre son travail. Donc c'est pour ça que Vous entendez ça de la part des clients qui viennent vers vous en vous disant mais financièrement je vais y laisser les plumes, j'ai peur d'eux. Je n'entends que ça. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a l'alerte, la prise de conscience, elle est là, et puis après il y a le pragmatisme.
Et d'ailleurs, le rôle de l'avocat est de rester toujours objectif, toujours pragmatique. C'est-à-dire que ce soit une femme prise dans une relation familiale extrêmement complexe qui va se retrouver seule et devoir assumer une vie de famille, ses enfants sans le soutien de son mari, ou que ce soit un salarié qui a investi des années de carrière dans une entreprise et qui se retrouve à la rue, le problème, c'est de leur faire comprendre qu'ils peuvent retrouver une autonomie. Et l'autonomie, elle est psychologique, mais elle est bien sûr financière. Et le procès, il aide à ça. Est-ce qu'elle n'est pas essentiellement psychologique ? Pas forcément, parce que lorsqu'on leur dit vous allez pouvoir percevoir une indemnité ou une pension alimentaire, ça leur donne de la force. Ça leur permet tout d'un coup au moins de régler un problème. Alors après, intérieurement, intimement, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on peut se libérer d'un manipulateur en restant dans un contexte hiérarchique équivalent ? C'est assez délicat. Quand vous êtes face à un manipulateur, vous avez grosso modo que 3 bonnes stratégies. La meilleure, c'est systématiquement la fuite, si on le peut. Quel intérêt être dans l'environnement d'un manipulateur? Sinon, de prendre un petit peu le pouvoir de s'imposer, mais les gens moraux ont du mal à faire ça, c'est difficile. Ou bien la contre-manipulation, ce sont des techniques dans la manière de parler, dans la manière de désamorcer les conversations, les manipulations du harceleur. Malheureusement, ça coûte toujours de l'énergie, et la meilleure stratégie, ça reste encore la fuite, l'éloignement, mais en faisant attention à sa situation matérielle. Et c'est très important que les psys qui nous écoutent comprennent que tout d'abord, les problèmes ne viennent pas toujours du patient, parce que souvent, le patient est culpabilisé. Il peut y avoir dans son entourage quelqu'un de manipulateur, et très souvent au travail, et puis aussi qu'ils poussent leurs patients à s'entourer de personnes compétentes, parce que le psychologue peut aider psychologiquement, mais il y a une situation matérielle qui doit être prise en compte, et bien souvent, c'est un accompagnement, notamment d'un avocat ou de conseil juridique ou de syndicat qui doit être mis en œuvre. Chantal Paoli, est-ce que les manipulateurs qui finalement, voilà, vous les rencontrez jamais? Très rarement. Enfin, si, il y en a qui viennent quand ils se font passer pour victimes. Donc, oui, ça nous arrive quand même d'en rencontrer quelques-uns. Vous intervenez essentiellement sur la sphère privée, dans la sphère familiale. Les enjeux économiques existent aussi sur la sphère privée. Alors, moi, je dirais que c'est un vrai phénomène sociétal d'importance. Alors, je vais recouper ce qui a été dit par rapport au travail. Mais c'est vrai qu'on a vécu très longtemps dans une structure économique où l'individualisme était poussé à outrance, ce qui a fait quand même le jeu de ce type de personnalité, qui a fait aussi qui fait le jeu de ce type de personnalité non seulement au travail, mais aussi au domicile. Alors il faut savoir aussi que certains harceleurs, je vais parler de harceleurs plutôt que de manipulateurs, mais peuvent être très harcelants à la maison et pas du tout au travail, et d'autres peuvent l'être dans les deux. Ça, c'est le point le plus très difficile important d'un point de vue juridique, c'est que on est toujours confronté, que ce soit dans un procès devant le Conseil des prud'hommes ou devant le juge aux affaires familiales, au problème du double visage. Voilà. C'est-à-dire que nous, on apporte une histoire, on raconte une histoire, on n'a pas forcément les preuves matérielles pour dire qui est cette personne, et à l'extérieur, elle est parfaite. Ça veut dire qu'on peut être un atroce tyran professionnellement et être charmant dans le cadre familial. C'est quand même très très rare. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que justement, quand il y a un profil harcelant au travail, en toute logique, il est harcelant aussi en famille. En famille, oui. Dès qu'il y a une dépendance. Voilà, ce qui peut être le contraire, c'est être harcelant en famille et ne pas avoir de pouvoir au travail. Voilà, ça existe. Est-ce que ça peut venir aussi d'une forme de finalement d'ego, enfin de manque d'ego ou d'un ego écorché? C'est un problème narcissique, oui. Il y a 3 mots pour décrire la manipulation. On parle de manipulateur, on parle de harceleur, et on parle aussi de perversion narcissique. C'est le terme qui est utilisé en psychanalyse, et ça décrit des gens qui sont très très centrés sur eux-mêmes et ne se préoccupent que de leur plaisir et n'ont aucune empathie, c'est-à-dire aucune. Si quelqu'un souffre, ça ne les dérange pas. Parlons très clairement. Alors on est en train de fabriquer, je vais peut-être être un peu sulfureuse, mais on est en train de fabriquer pas mal de manipulateurs. Quand on entend les discours des enseignants qui ont tant de mal à décentrer les petits enfants d'eux-mêmes et l'avènement de ce fameux enfant roi, est-ce que Malheureusement, on n'a pas de statistiques dessus, donc on peut pas dire si le problème augmente au fur et à mesure des années. Ce qui est sûr, c'est que c'est un profil qui a toujours existé. Mais ça veut dire qu'il y a un enjeu quand même pour demain, de vivre ensemble et de communauté. Il y a un enjeu de société, il y a un enjeu familial, et puis il y a aussi un enjeu au travail, parce que même si dans quelques entreprises, la Poste, France Télécom ou autres, la manipulation, le harcèlement a été pendant un petit moment
tolérer, c'est aussi une perte économique pour les entreprises. Il est grand temps qu'elles comprennent que d'une manière générale, le stress ne permet pas d'être plus productif et que le harcèlement permet une seule chose, c'est de détruire l'unité et l'efficacité de leurs équipes. Alors précisément, je voudrais quand même qu'on ait une zone d'explication qui soit, j'allais dire, liée à la culture d'entreprise qui a émergé depuis une petite trentaine d'années. C'est vrai que dans les années 80, vous le rappeliez, la culture travail, l'argent était quand même porté au nu. Aujourd'hui, on en revient un petit peu. On a mobilisé beaucoup d'énergie individuelle autour de la réussite professionnelle. Est-ce que ça, c'est propre justement aux manipulateurs ? Ça donne encore plus de pouvoir aux manipulateurs, parce que quelqu'un qui va travailler 50 heures, 60 heures par semaine va être en permanence dans un milieu de manipulation, il va pas pouvoir équilibrer ça avec sa vie familiale. Donc les manipulateurs vont avoir encore plus de pouvoir, et puis ce qui est très dommage, c'est qu'il y a toute une culture du stress. On se dit, le stress est une bonne chose, il faut mettre les gens sous pression, ils vont produire plus. Et on ne se rend pas compte, des dégâts psychologiques, et en plus de la bêtise que c'est, puisque c'est totalement contre-productif. Ça veut dire que la culture un petit peu ultra présentéiste française, elle est... Moi, je rajouterais, par rapport à ce que vous venez de Chantal dire, Paoli, que on a aussi une culture du pouvoir. Avec tout ça, on a une culture de domination, et que c'est ce qu'effectivement nous sommes en train de retrouver dans nos écoles, que ce soit dès la maternelle, maternelle, primaire, collège, lycée. C'est en train de se mettre en place de plus en plus, et les rapports sont quand même alarmants sur la violence. Sur les rapports sexistes qui sont de retour de plus belle. C'est qu'il y a une forme de barbarie quand même qui a innervé l'ensemble des champs relationnels qui peut inquiéter. C'est la barbarie silencieuse. Ouais, puis il y a l'aspect de concurrence aussi, parce que le harcèlement moral, en tout cas d'un point de vue légal, il s'applique auprès de son employeur, mais également auprès de ses collègues. Il y a pas, c'est pas forcément le lien hiérarchique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas obligatoirement un lien hiérarchique à avoir pour être dans une relation de c'est-à-dire même un subordonné peut être même un subordonné, et juridiquement le collègue il est visé dans le champ d'application du texte. Donc c'est les cas de harcèlement entre collègues, en réalité c'est souvent des compétitions pour avoir le meilleur poste, et alors là c'est l'aspect concurrentiel. Est-ce que c'est du si, parce que du coup ces deux personnalités, peut parler de scène émulation, je me fais l'avocat du diable, mais on pourrait mais justement c'est pour ça qu'on est quelquefois en carence de preuves dans les procès, quels qu'ils soient, encore une fois en familial comme au prud'homme, parce que c'est pas que de la compétition. Quand on a quelqu'un qui arrive complètement anéanti dans le cadre d'un rapport qui devrait être de la concurrence saine, c'est qu'à un moment donné, il y a une personnalité qui a pris le dessus sur l'autre dans une situation d'emprise et de destruction. Et là, juridiquement, encore une fois, c'est difficile de le prouver. C'est très difficile de l'établir. Quelle serait la place d'un DRH ou d'un directeur des ressources humaines ou directrice des ressources humaines? Quelle serait la place justement d'une tierce personne en charge de ça? On n'a jamais autant travaillé sur la place du relationnel dans l'entreprise. Alors, quitte à être provocateur, je dirais très souvent coupable. C'est-à-dire que les DRH sont le plus souvent défendent les intérêts de l'entreprise, sont payés par l'entreprise, peuvent être éventuellement manipulateurs aussi de temps en temps. Et donc les cas malheureusement où l'entreprise se saisit du problème, se dit il y a un problème, on va le résoudre en interne, sont assez rares. La preuve, c'est qu'ensuite ils vont voir Maître Fitoussi ou d'autres avocats pour enfin avoir une solution juridique. Donc malheureusement, la prise de conscience de la problématique du stress et du harcèlement est très très timide. Il y a énormément à faire, et ce qui est important, c'est de remettre l'idée de respect au centre de l'entreprise. Parce que le problème, c'est qu'il y a un flottement sur la notion de respect. Je me fais humilier par mon patron, il m'engueule devant mes collègues dans un open space où je me paye, pardonnez-moi l'expression, la honte de ma vie. Si j'en parle à ma famille, on va dire, mais c'est normal, c'est un patron, tous les patrons sont comme ça. Non, il y a une limite qui est une limite de respect, de professionnalisme qu'il faut absolument cultiver pour le bien-être des salariés et également pour la productivité de l'entreprise. Les deux vont exactement de pair. Aller voir son DRH, j'y reviens, pour parler d'une situation de manipulation. Est-ce que dans certains cas, ça peut aggraver la situation? Parce que c'est probablement une peur de chaque salarié, se dire je vais passer pour un imbécile. Au sein de l'entreprise, il y a des tiers qu'on peut aller voir. On peut aller voir son supérieur, le DRH, mais c'est peut-être pas la meilleure solution tout de suite. On peut aller voir
souvent les délégués du personnel, les syndicats, là parce que ça fait quand même aussi pression. Et il y a une possibilité aussi de mettre en place un médiateur. Alors la loi le prévoit. C'est comme la formation professionnelle, une fois qu'on y a eu recours, Oui, mais honnêtement, cette situation, pour avoir un point de vue pratique, cette situation de médiation dans laquelle d'un commun accord l'employeur, donc le DRH, et le salarié font venir un tiers qui est censé ramener les deux personnes qui sont en conflit et trouver un accord, ça n'aboutit vraiment très très rarement. Ça aboutit pas parce que il y en a qu'un seul de bonne foi, l'autre voilà, de très mauvaise foi. Exactement. Et je crois que c'est la surtout, définition du les médiateurs sont pas manipulateur. formés. Voilà, mais c'est la définition du manipulateur, c'est que il reconnaît pas ses torts. Enfin, je il ne me change trompe. pas. Oui, Voilà. il peut donner pendant quelques instants un visage sympathique, le tenir 1 semaine, 2 semaines, puis ensuite il revient Jamais à il se son remettra en comportement. question. Il y Jamais. a aussi le CHRCT qu'on peut aller voir en Oui, entreprise. dans les grosses entreprises de plus de 20 salariés, il y a toujours donc un comité d'hygiène et de sécurité du travail. Ils sont censés appliquer le règlement intérieur et le règlement intérieur doit veiller à ce qu'il n'y ait pas des agissements de harcèlement moral. Donc, mais encore une fois, c'est très rare que ces solutions de transaction, quand une personne est vraiment en situation de détresse, je crains que la seule solution soit vraiment de quitter l'entreprise et de le faire sur les conseils d'un avocat, parce que là, les enjeux financiers sont très importants. Un dernier mot, Chantal, parce que Oui, le réalisateur me simplement, harcèle, il me fait signe qu'il faut Rebondir sur absolument la faire pause médiation. musicale. La médiation est un outil qui pourrait être beaucoup mieux utilisé si les médiateurs étaient mieux formés, parce que le problème est que, étant donné ces personnalités extrêmement manipulatrices qu'ils ont en face, en règle générale, ils se laissent séduire et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors moi, je pense que la solution, ça aurait été que la médiation telle qu'elle était préconisée au départ, c'est-à-dire à plusieurs médiateurs et non pas à un seul médiateur, aurait été beaucoup mieux. Mais ça s'applique partout. Je veux dire, il faudrait travailler en collégial face à ces problèmes-là. Le manipulateur est intelligent. Il est Il a malin. une forme Il est malin. d'intelligence. C'est-à-dire qu'il comprend son intérêt immédiat, mais il n'a qu'une visée à long terme. Et le problème de la médiation, un deuxième problème, c'est que vous pouvez pas agir sur un manipulateur sans forme de contrainte. Donc un médiateur qui n'a pas de contrainte sert malheureusement strictement à rien. Ben, Très voilà. juste. Donc voilà le pourquoi Moi, de j'ai une l'échec de toutes les contrainte, c'est manipulations. le temps, c'est l'horloge. 0892 68 80 30. N'ayez pas peur de vous exprimer dans le bistrot de la vie ce matin et de décrocher votre téléphone si vous connaissez une situation ou pensez la connaître, parce qu'on l'a bien vu parfois, les limites sont délicates. On se retrouve après ça. Radio Notre-Dame. Je voulais tant te plaire.
Manipulation en entreprise, on en parle ce matin dans le Bistrot de la Vie avec mes invités, les grands spécialistes de la question, ils savent tout. On a beaucoup de questions à leur poser, ils ont beaucoup à nous apprendre, un phénomène qui semble enfler. Le maître Vanessa Fitoussi est à mes côtés, Benjamin Lubzinski est là également, Chantal Paoli Texier, chacun, pardonnez-moi Vanessa qui est maître Vanessa Fitoussi qui est avocate au barreau de Paris, Benjamin Lubzinski qui est psychothérapeute et coach, qui connaît, on le voit sur le bout des doigts, cette problématique de la manipulation en entreprise et sur le plan personnel, Chantal Paoli Texier qui préside l'association Agissez, Agir contre la violence morale dans la vie privée, on l'a vu, il y a beaucoup de connexions avec la vie professionnelle, évidemment, et puis Sophie qui nous fait le plaisir d'être présente avec nous ce matin. Sophie qui sort d'une situation d'emprise sur le plan personnel puisqu'il s'agissait de votre mari qui était arrivé à vous mettre finalement sous son emprise et aujourd'hui on voit bien que grâce aux associations et puis grâce à vous-même surtout, vous vous en sortez. On a Christelle qui nous rejoint de Paris. Comme elle, vous pouvez composer le 0 892 68 80 30. Bonjour Christelle. Bonjour, j'ai pris l'émission en cours ayant un jour de vacances forcées pour un ennui de santé et je suis très touchée par l'émission parce que cela concerne mon frère qui est un homme bien installé dans la vie, que j'aime beaucoup, qui est très très courageux, beaucoup de qualités qui viennent d'être évoquées et qui a une femme manipulatrice. Alors la question, de plus en plus, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, je peux dire, même si j'habite pas la même ville qu'eux, que c'est le cas. Et je n'ai jamais abordé la question de front avec mon frère. Et je voudrais savoir... Quelle place vous pouvez prendre, comment vous pouvez l'aider, et peut-être... Voilà. Parce que si vous dites que ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, j'allais dire, il y a peut-être une forme d'économie du couple qui s'est créée autour de ça, alors ça ne doit pas être facile. Quels sont les symptômes, Thérèse, de cette manipulation ? Les symptômes, en cas d'événements familiaux magistraux, comme par exemple les 60 ans de mon frère, la taille du gâteau d'anniversaire était ridicule, les bougies, il n'y avait pas les 60, il n'y en avait peut-être que 3 ou 4, elle arrivait en traînant les pieds et en riant, en disant et voilà le gâteau. Elle s'est pas du tout rendu compte d'ailleurs que tout le reste était très 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 bien, mais enfin le gâteau dont elle était elle chargée, qui terminait là, c'est un petit détail, mais et c'est une femme qui par ailleurs le lendemain a fait une fête pour tous les gens qui restaient où il y avait tout ce qu'il fallait apparemment, mais elle tenait sa conversation à bout de la table et mon frère avait beaucoup d'amis autour de lui, heureusement, qui connaissent sa valeur et puis et qui devinent ce qui subodore, qui devinent, je pense, sa situation ou qui même la connaissent très clairement, mais je ne sais pas quoi penser parce que je suis invitée régulièrement à des réunions. Je sens que mon frère, ça lui fait plaisir, mais moi, j'avoue que j'ai envie de fuir à chaque fois. Donc, vous êtes mal à l'aise parce que vous vous sentez aussi peut-être un peu caution. C'est vrai que quand on ne parle pas, alors je me tourne vers Benjamin parce que on peut évoquer à travers aussi ce cas-là la question du tiers, de la famille, de l'accompagnement. C'est très difficile de pouvoir parler de la manipulation parce que la manipulation, c'est plein de petites choses. Et merci beaucoup, madame, pour ce témoignage parce qu'on le voit, il y a des choses qui sont totalement irrespectueuses, manifeste et puis ensuite c'est au quotidien, oui, c'est des toutes petites humiliations sournoises dans la manière de se comporter, dans la manière de parler. Il y a derrière votre question aussi l'idée de comment est-ce que je peux agir concrètement pour mon frère. Alors moi je vous conseillerais d'aller sur le site psy-coach.fr, vous y trouverez un dossier sur la manipulation et surtout, ça c'est le plus important, un questionnaire sur la manipulation. Il regroupe à peu près une trentaine de critères sur la manipulation. C'est un questionnaire qui a été conçu par madame Isabelle Nazaraga, qui est une psychologue spécialiste de la manipulation. Et ça vous donnera une manière déjà de savoir concrètement si vous êtes face à quelqu'un de manipulateur. Et ce que je vous conseillerais, c'est assez délicat parce que vous aimez votre frère, parce que vous ne voulez pas lui faire de mal. Peut-être qu'il a des enfants même. Oui. Mais c'est au moins de lui permettre une prise de conscience. Faites-lui remplir le questionnaire. Voyez si ça correspond et si il voit que ça correspond, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose de spécial, de quelque chose de dangereux. Oui. Et dans ce cas, poussez-le à lire un livre sur le sujet. Moi, j'en recommanderais volontiers 2. Vous avez... on va faire ça. Vous savez, Benjamin, ce qu'on va faire pour que l'ensemble des auditeurs puissent profiter de votre expertise. Déjà, vous allez répéter doucement le site que vous avez évoqué. Alors, le site, c'est psy-coach.fr. Voilà. Et donc là, vous trouverez un dossier, des vidéos sur ce sujet, aussi des témoignages. Parce que c'est aussi un site d'entraide.
Et les livres, rapidement, Alors, on les note les aussi, on les livres, remettra vous sur avez le site. deux références. Mon préféré s'appelle Les manipulateurs sont parmi nous. Le titre est un peu grandiloquent, mais le livre est vraiment très bien. Il est d'Isabelle Nazaraga. Ça permet non seulement de comprendre comment marche un manipulateur, mais également de prendre de la distance et de savoir contre-manipuler. C'est-à-dire, c'est un petit peu un livre de guérilla. Ça vous permet de reprendre votre bouclier, votre épée et de vous défendre. C'est tout à fait C'est ce que fait un légitime. peu mon frère, mais enfin, depuis combien d'années? Ah oui, mais Alors, 30 ans, il y a de l'usure. Et oui, vous en c'est avez ça. un deuxième qui s'appelle Le harcèlement, qui est un classique. Très bien, on Madame mettra en ça parlait sur le tout à l'heure. site. On a beaucoup d'appels. Je vous remercie beaucoup de nous avoir fait la confiance et de nous avoir appelés, parce que Merci. c'est des sujets difficiles. Merci à vous. Une question quand même, est-ce que vous pensez qu'au bout de 30 ans, encore une fois, il faut, alors que manifestement le frère de Madame n'est pas obligatoirement conscient, est-ce qu'il faut mettre un grand coup de pied dans le mur? Oh, je crois qu'il Est-ce est, que ça vous paraît il est jamais trop tard pour nous, être libre. Chantal? Voilà, nous on a des femmes qui ont réagi après 40 ans de mariage. La plus âgée est partie, elle avait 60 ans passés. Sophie, c'est un conseil que vous donneriez aussi, vous, en tant que victime? Ah oui, il faut partir. Quel que soit l'âge, quelle que soit la situation. Mais c'est vrai que c'est difficile on parlait des conditions financières, même dans le couple aussi, hein, donc il faut partir. Souvent, je dis à mes patients, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez un malheur certain ou un bonheur incertain? Eh bien, il faut choisir un bonheur incertain parce que le malheur certain, c'est l'enfer quotidien qu'on vit avec un manipulateur. Thérèse est avec nous. Bonjour Thérèse. Oui, bonjour, Radio Notre-Dame. Alors là, on est sur l'ensemble des radios chrétiennes. Hein. Oui, Alors, d'accord. Mais voilà. c'est que j'écoute souvent radio, c'est ma radio, alors je dors avec. Ah. Écoutez, mais Faut se moi, reposer un peu de temps en temps, Thérèse. oui. Alors on vous écoute. Vous vivez Moi, une je situation suis- de manipulation? Oui, je suis tellement émue que j'en tremble, alors je ne sais pas par quoi commencer, quoi. Mais Allez-y. disons que moi j'ai eu un accident de travail, dans mon travail, mais bon, on voulait me faire partir. Parce que il paraît que bon il me disait je suis devenue l'hôpital n'est pas mais comment je peux dire, on peut plus me payer, ils sont pas là pour me donner l'argent sans que je fasse rien et tout, et que je suis devenue bonne à rien parce que j'ai cassé mon ménix dans l'affaire, quoi. Et moi je voulais pas partir parce que mon mari travaillait pas. J'avais quand même 5 enfants à charge, j'avais rien et il fallait que je travaille. J'aime aussi beaucoup mon travail. Enfin, disons que c'est pas question d'aimer, mais c'était une vocation. J'ai été élevée dans l'amour par mes grands-parents et je voulais travailler auprès des personnes âgées. Ça, c'était toujours comme ça. Vous avez l'impression, Thérèse, pour essayer de vous résumer, parce qu'il y a beaucoup d'appels, vous avez l'impression qu'on ne vous respecte pas sur votre lieu de travail? Oh, ça a été l'humiliation, non seulement pas de respect, mais l'humiliation, et c'était pas une seule personne, hein, tous mes supérieurs de la direction. Alors, des injures, il fallait que je parte, on me disait de rendre ma démission parce que je suis devenue bonne à rien. Enfin, je boitais tout le temps et que bon, ils ont besoin des aides-soignantes valides. Moi, je suis invalide et on me paye pour rien. Vraiment, c'était... Je ne sais plus, je ne sais même pas comment dire. Disons que j'ai pas trouvé quelqu'un pour m'aider. Moi, je voulais pas partir, mais bon, on m'avait licencié après. Ce qui est terrible en France, c'est que licencier quelqu'un coûte cher. Donc, bien souvent, il y a des stratégies de harcèlement qui sont faites pour une seule raison, c'est pousser à la démission. Et on le voit, merci encore madame pour ce témoignage, on le voit de témoignage en témoignage, à quel point il est difficile de faire partager ces situations de harcèlement, de les expliquer. Et le conseil que je donnerais à tous vos auditeurs, c'est quand vous parlez à quelqu'un de manipulation, parler des faits les plus saillants, des manques de respect vraiment évidents qui vous permettront de vous faire comprendre. On voit bien qu'il y a eu en même temps, je veux dire, une telle perte de confiance en soi, de ses capacités. C'est vrai qu'on est dans une société qui valorise un petit peu les personnes à la fois productives et qui donne des résultats. Donc aujourd'hui, quelle place faite aux faibles? Un objet. Madame a été utilisée, tant qu'elle était valide, bien ça marchait bien, on pouvait l'utiliser, continuer à l'utiliser, et puis si ça va pas, on la met directement à la poubelle. Pardonnez la violence de mes propos, mais c'est exactement la logique. Une dernière petite réflexion, c'est que
on parle souvent d'un manipulateur, mais parfois ça peut être un système un peu organisé ou une culture d'entreprise. Donc peut-être que vous avez un manipulateur dans votre entourage, mais ça peut être 2, 3, ça peut être la DRH. C'est des choses que malheureusement on voit trop souvent. Alors je voudrais qu'on parle du contexte en effet et des causalités un peu d'ensemble de société pour prendre un peu de champ. D'abord je voudrais dire merci beaucoup à Thérèse de la confiance qu'elle nous a faite. Une autre Thérèse arrive, on a aussi Daniel et René qui est conseiller prud'homal qui sont avec nous en attente, mais je voudrais qu'on parle de cette fameuse question de la culture d'entreprise. Culture d'entreprise, c'est est-ce que c'est un diktat qui peut être dangereux? Maître Vanessa, c'est effectivement un contexte favorable à des situations d'humiliation. Et c'est vrai que, encore une fois, le harcèlement moral naît d'une succession de petites brimades qui ne semblent pas, si on les détache, ne semblent pas avoir de l'importance. C'est vrai que la culture d'entreprise, les conditions de travail, la pression fait que y a une succession de petites humiliations qui... Alors, je parlais pas des humiliations, enfin je parlais de la culture au sens positif telle qu'on nous la vend depuis plusieurs dizaines d'années. On vous vend la culture d'entreprise. Il faut rentrer dans la culture d'entreprise. Ça veut dire quoi et ça implique quoi en termes de perte de personnalité et d'autonomie individuelle? Il y a clairement une forme d'aliénation qui se développe, c'est-à-dire qu'on doit de plus en plus de choses à l'entreprise. On doit rester plus longtemps, on doit être tout le temps productif, on doit tout le temps répondre. Et puis maintenant, avec les mails, avec les téléphones portables, avec le télétravail, l'entreprise peut prendre pas une partie de votre vie, pas des horaires, mais toute votre vie. Et ce qui est très important, c'est de bien respecter des horaires, d'avoir une vie privée forte à côté, parce que c'est ce qui permet de résister. Alors justement, ça rentre en perspective avec ce témoignage que j'ai sur le site qui arrive. Une autre Thérèse qui nous dit: ma sœur, on l'appelle sans arrêt pendant les vacances, pendant le repos, sur son portable. Est-ce que c'est du harcèlement? Alors précisément, elle savoir aussi protéger sa sphère privée. Est-ce que c'est quand on l'enfreint, c'est du harcèlement ou c'est de la manipulation? Là, je sais pas. Typiquement, si c'est en dehors de ses horaires de travail et si ça prend de la place dans sa vie privée, on est typiquement dans des agissements répétés qui peuvent être qualifiés d'harcèlement moral. C'est le début de l'irrespect, en tout cas. Voilà, c'est ça. Dans la sphère privée, c'est la même chose. Hein. Quand l'ex-conjoint vous harcèle téléphoniquement, vous téléphone 10 fois par jour, 15 fois par jour, demande sans arrêt si vous êtes fliqué, effectivement, là, on est dans le harcèlement. Et en plus, ce qui est spécifique dans le harcèlement, dans ce type d'agissement, c'est que l'employeur demande des choses au salarié qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire que c'est volontaire. On lui demandera, au lieu de rendre son rapport vendredi le matin, on lui demandera vendredi à 19h. Et là, ce sera beaucoup plus difficile. Pour l'abus de pouvoir. René est avec nous par téléphone. Bonjour René. Bonjour. Bon, voilà, avant de vous prendre si tard, on va vous écouter. Je vous en prie, je vais être concis, je suis conseiller prud'homme. Et donc j'étais très intéressé par toutes les questions alertées sur la preuve. Car il faut, pour venir au prud'homme, avoir une preuve. La plupart du temps, les harcèlements se déterminent par une pression sur des mails. Or, des mails sont concis, fractionnés, et donc lorsqu'il faut réécrire l'histoire, c'est très compliqué. Donc le conseil est à chacun, quand ça commence à se dégrader, faites des notes de synthèse pour récapituler l'histoire. Mais quelle est la valeur de la preuve d'une synthèse faite par la victime? Mais il l'aura envoyé à son harceleur. Et donc une première synthèse, un mois après une deuxième synthèse, en plus au délégué syndical et au comité d'hygiène et sécurité, comme vous l'avez dit. Et donc on voit bien ensuite la chronologie. Alors là, René, il faut déjà être dans la perspective d'un départ de l'entreprise. On n'est pas dans la perspective d'une médiation. Dans une relation qui sera indexée au bilan annuel. Lorsqu'au moment où on fera le bilan annuel, on pourra dire attention, il y a un trimestre, je vous ai alerté sur une difficulté. C'est pas la fête. Hein. C'est un petit peu compliqué, mais ça permet de faire un point. Deuxième point très important, dans des grosses entreprises, de plus en plus, les mails sont en anglais. Or, je vous rappelle que les tribunaux français ne travaillent qu'en français. Et si en plus c'est des abréviations et de l'anglais de cuisine... Donc faites traduire les mails qu'on vous envoie. Et il faut les conserver et surtout les synthèses, les faire en français. Et nous avons énormément de cas en Île-de-France où les malheureux oppressés, si on peut dire, arrivent avec des dossiers en anglais de cuisine et malheureusement les pièces sont écartées ou ensuite c'est des discussion de traducteurs. Oui, c'est le rôle des avocats aussi de bien présenter les dossiers, monsieur le conseiller, et de vous faciliter votre décision. Je vous remercie de cette précision, car il faut bien prendre un avocat spécialisé, car dans les gros cabinets, l'avocat qui traite le dossier n'est souvent pas l'avocat plaidant.
Et je ne vous cache pas que là aussi, nous avons quelques surprises. René, pour être très concret, vous êtes donc conseiller prud'homal. Ça se passe comment? On vient vers vous à quel moment? Quand vous voulez, vous pouvez venir physiquement, venir déposer une demande, et donc vous serez convoqué à un bureau de conciliation où on dira entre les parties, voulez-vous concilier? Donc une fois que vous aurez tout de suite possibilité de vous entendre avec avocat ou avec conseiller délégué syndical, car on peut se faire représenter au prud'homme avec un délégué syndical. Pardon de ne pas être conciliante, René, mais là, vous entendez le générique de l'émission qui part. Merci beaucoup de votre gentillesse et puis surtout de votre expertise. Merci à tous d'être venus. On a bien vu énormément d'appels qui attendent. C'est un sujet qui touche. On en refera donc, on en reparlera. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur le site internet et puis à retrouver l'ensemble des associations, évidemment, et des livres que vous avez recommandés. Très bonne journée à tous. On est un peu oppressés quand même après ce constat-là. Alors respirez, il fait beau. À demain.